bonjour à vous. Bonjour Nicolas. Heureux de vous retrouver. Ce matin, sur RT France, on le disait, un nouveau mouvement des Gilets jaunes qui sont revenus sur les ronds-points le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette mobilisation ? On va en retenir, effectivement, les Gilets jaunes ont fait leur retour samedi dernier sur de nombreux ronds-points partout en France pour protester, entre autres, contre le prix exorbitant des carburants. C'est cette même étincelle, rappelez-vous, qui avait mis le feu aux poudres populaires en novembre 2018 pour ouvrir ce mouvement historique long de plusieurs mois. Alors le problème, il avait été réglé avec beaucoup de lacrymogènes, de tirs de LBD, de blessés graves, de garde à vue et de comparution immédiate. Mais revoilà nos Gilets jaunes. Et bizarrement, les médias mainstream n'ont presque pas évoqué cet appel national en amont. Pourtant, le hashtag Gilets jaunes saison 2 avait occupé les tendances de Twitter France pendant quelques heures en fin de semaine dernière. Mais peut-être que certains médias parisiens n'avaient pas eu l'information à temps. Et si c'est le cas, il faudrait quand même penser à changer les vieux Minitel poussiéreux et les antennes réseau fixées sur le toit. Ou alors c'est simplement la bonne vieille méthode Coué de si on n'en parle pas, il n'existe pas. Mais par contre, dès dimanche matin, certains médias totalement muets à ce sujet étaient déjà sur le coup pour nous dire que la mobilisation des Gilets jaunes avait été très timide ce samedi pour cet appel national. Même les titres sentaient la jubilation de celui qui, sans vous dire, est bien fait et tac, encore loupé, celle-là tu l'as pas volée. Néanmoins, il semble que le contentement bobo, médiatico, écolo, mondialo parisien soit un peu hâtif. Et je vais prendre deux exemples qui devraient faire réfléchir le gouvernement. Par exemple, à Montpellier, la manifestation contre le pass sanitaire a rejoint pour la première fois samedi les Gilets jaunes sur le rond-point du quartier près d'Arène, dans le sud de la ville. Ajoutez à cela l'exemple de ce qui se passe actuellement à Trieste, en Italie, depuis plusieurs jours, ainsi que dans d'autres villes royalement occultées par nos chers médias mainstream qui pourraient donner des idées ici en France à certains. Alors vous laissez donc entendre, Nicolas, que ces deux mouvements pourraient converger. Ah ben oui, on peut l'estimer, et bien au vu de la situation de plus en plus apocalyptique que traverse la France, le gouvernement du sous-secrétaire de préfecture, le charismatique Jean Castex, met plus d'enthousiasme à hacher menu les droits au chômage, à raboter les retraites et à faire payer les PCR et les antigéniques qu'à prendre en compte le courroux populaire qui ne cesse de grandir chaque jour un peu plus. C'est en réalité, chers amis, le grand chelem des mauvaises idées dans laquelle il faut s'armer d'incompétence et de langue de bois. Car la langue de bois, elle sert justement à masquer l'incompétence et surtout le néant. Alors pourquoi, Magali, une convergence ? D'un côté, les mesures sanitaires qui devaient s'arrêter dans la seconde où la situation s'améliorerait devraient se poursuivre jusqu'à l'été 2022, sans aucun contrôle parlementaire. Avouez que cela, ça fait une très longue seconde. Et maintenant, on réfléchit au gouvernement à ce que le pass sanitaire puisse inclure une troisième dose de vaccin. Donc les doubles vaccinés repartiraient à la case départ sans passer encore par la case prison. Cela pourrait être suffisamment pour énerver quelques centaines de milliers de vaccinés qui pourraient avoir un sens de l'humour de plus en plus approximatif avec les fulgurances sanitaires d'Olivier Lascience. Du moins, on l'espère. Sans compter que payer pour les tests commence à ressembler de plus en plus à des amendes déguisées. De l'autre côté, vous avez la tribu des pieds nickelés avec Bruno Le Maire, Barbara Pompili et Jean Castex qui tentent de trouver un truc pour faire baisser les tarifs des carburants sans baisser les taxes de l'État. Là, on touche au ridicule, mais au gouvernement, ils appellent cela des arbitrages. C'est comme une sorte de concile d'actionnaires où tout le monde finalement garde ses mains dans ses poches en refusant de remettre un billet de 20, alors que dehors, des milliers de Français font tous les jours des équations à quadruple inconnu où il faut choisir entre aller bosser, aller faire ses courses ou aller promener ses gamins. Et Nicolas, est-ce que la possible conjonction de ces contestations pourrait prendre de l'ampleur dans les jours à venir ? Eh bien, ce matin, il s'agit de se poser les bonnes questions, chers amis. Alors, que reste-t-il aux Français alors que sur leur carte d'identité, il n'y a plus inscrit République française, mais République de l'état d'urgence ornée d'un QR code ? Que reste-t-il aux Français lorsque l'Assemblée nationale, où il n'y a que 178 députés présents sur un texte aussi important pour l'article 1 ? Que reste-t-il aux Français lorsque 399 députés ne daignent pas assister à la chute de notre démocratie ? Eh bien, il leur reste Emmanuel Vargon, qui veut pourfendre les maisons individuelles et le lotissement depuis son pavillon cossu de la banlieue parisienne, car, dit-elle, c'est un non-sens écologique. Il reste aussi Emmanuel Macron, qui fait du foot contre des soignants, qui tire des pénaltys et qui est à un orteil de s'autoproclamer ballon d'or, sous le regard bienveillant de Brigitte Macron, qui est venue lui apporter des BL et des compotes. Et on ne parlera même pas de la troisième mi-temps, sans geste barrière, hormis pour le petit personnel. En réalité, depuis les Gilets jaunes, il ne reste plus grand-chose aux Français épris de liberté pour se faire entendre et pour contester dans les nuages de gaz lacrymogène. En réalité, des milliers
millions de Français sont pris en otage sous le poids d'un pouvoir de plus en plus liberticide. Et en réalité, des millions de Français n'ont aujourd'hui plus aucune confiance dans leur Assemblée nationale à cause des députés qu'ils ont élus et qui ne sont pas à l'Assemblée. Aujourd'hui, des millions de Français sont seuls face à la politique brutale d'Emmanuel Macron qui a réussi son pari, divisé comme jamais. Et il faut relire toujours Hannah Arendt qui écrivait, je cite, « Les mouvements totalitaires sont des organisations massives d'individus atomisés et isolés ». Il faut lire le dernier livre de François Hollande aussi, hein, si on veut en apprendre plus sur Emmanuel Macron. Exactement, et celui de Gérard David et de Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant. Très bon bouquin. Merci. Beaucoup.